Oh, le bruit des pagaies qui glissent sur l'eau, là. Juste fabuleux. C'est contemplatif. Je crois qu'on a le plus beau canoë du Canada. Oui, ça c'est certain. T'es déjà venu au Québec ou pas? Non, c'est ma première fois ici. Ok. J'ai pas tant voyagé que ça, mais j'aime faire des voyages où je prends le temps, tu vois. Alors ça peut être un voyage initiatique, ça peut être toutes sortes de voyages, ça peut être des rencontres de peuples autochtones. Ici, on les appelle les Premières Nations. Mhm. Je trouve que c'est magnifique comme nom. Et moi, j'aime bien aussi le nom de peuple premier. Oui. Ça raconte bien, je trouve, l'implantation de ces peuples. Tu vois ce qu'on est en train de faire là? Ouais. Se laisser porter par le courant. J'ai fait ça sur 200 km en Sibérie. T'imagines la paix intérieure que je ressentais en revenant? J'imagine, ouais. J'ai l'impression qu'on est au cinéma et qu'on laisse défiler le décor devant nous, tu sais. Oui. Surtout Mais- avec nos chapeaux. On a les habits qui vont avec. Enfin, c'est un art du voyage, vraiment. Vraiment. Mais c'est ce que j'aime chez toi. Et c'est pour ça que je voulais partir faire ce voyage avec toi ici, au Québec. Je pense que ça va être un mélange de nos deux mondes. Le Canada est une terre d'aventure. Là, j'ai l'intention d'aller vous faire visiter un habitat de castor. Je vais vous amener où il y a des barrages à castor, des huttes à castor. Sur la route des explorateurs, Et moi, ce qui me fascine avec ce lac, c'est qu'il n'y a aucune construction humaine aux alentours, quoi. Ismaël Khalifa et Alexis Lopez retrouvent le charme des voyages d'antan On construit un canot avec les matériaux de la forêt, sans clous ni outils. et découvrent l'histoire de cette région. Dans ma langue, ça veut dire bienvenue. Mais il y a beaucoup de beauté à travers de notre culture. C'est ça que j'aimerais partager avec le peuple aujourd'hui. Là, j'aimerais vous ramener dans le temps, il y a très, très longtemps, quelques millions d'années. Ici où on se trouve présentement, il y avait 5 km d'épaisseur de glace. Une parenthèse en pleine nature. C'est vraiment un endroit unique et c'est important de vraiment le protéger. Je pense qu'on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de regarder ce paysage et de profiter. Bienvenue au Québec! Ça fait longtemps que tu es arrivée au Québec, Marjorie? Ça va faire 12 ans cet automne. Et tu viens d'où alors en France? Du sud des Cévennes. Je sais pas si tu t'es fait la même remarque que moi, Alexis, mais on n'a pas l'impression qu'elle vient du sud. Marjorie, Non, hein. non, non. accent. Petit accent, ouais. C'est hallucinant. T'as vraiment tout On pris. finit par le pogner. Le quoi? Le pogner. Tu la pognes, tu l'as. C'est le prendre, Ok. l'avoir. Bon, je te la pogne alors, cette expression. Pogne-le. Tente du trappeur, c'est là. Ah, c'est ça la tente? Oui, Cool. pas de chez vous. Rustique. C'est le but. Faut que ce soit transportable facilement. Faut que ce soit léger, mais confortable. C'est une vraie tente de trappeur? Une vraie de vraie. Donc, la tente du trappeur, c'est vraiment la toile de tente de base que vous voyez là. Nous, on l'a reprotégée. Dans le fond, tu transportes juste la toile. Tu prends la toile dans ton sac à dos, tu t'en vas avec. Et le but, c'est que une fois que tu l'installes, tu coupes des arbres sur place, tu prends ce qu'il y a à prendre sur place et tu fais ton frame, donc ta structure de tente avec ce que tu trouves. Donc toi, tu traînes juste ta toile et c'est ça qui est le plus facile à transporter pour les expéditions. Donc c'est le type de tente qu'il y avait ici, il y a quoi, même pas 60 ans, 70 ans? Quand les colons ont débarqué, Beaucoup plus longtemps alors. beaucoup plus longtemps. Bon, allez découvrir ça. Je suis Je vous curieux. laisse prendre
On va pas avoir froid dedans la nuit? Ben non, il y a un poêle à bois, Ah, cool. donc on peut se chauffer. Ah, c'est sympa. J'aime bien parce qu'ils avaient l'électricité en plus, Ouais. les trappeurs, à l'époque. Ça, c'est quand même Puis cool. de très bons matelas quand même. Hein. Ouais, je vous laisse prendre place des lieux. Merci, à Salut. tout à l'heure. Tu prends quel lit? Celui-là, évidemment. Très bien. Je vous avais pas prévenu que c'était rempli de moustiques ici, Marjorie. Oui, ben, ça arrive, mais si t'as besoin, t'as la nature qui te donne ce qu'il faut. Les sapins baumiers, tu te frottes. Il y a une sève, l'essence qui est dans le sapin, il déteste ça, l'odeur. Puis ça, ben, tu t'en mets partout. Comme ça? Ouais, exactement. Tu fais ressortir toute l'essence du sapin Et au bout d'une heure, tu te transformes en sapin. Et après, tu te frottes. et après ça, il n'y a plus personne qui te remarque dans le bois. Ce qui est le fun quand on arrive en haut, c'est que c'est jamais pareil, les couleurs. Puis on a la surprise à chaque fois, en fait. Je passe devant vous, ça a l'air Vas-y. incroyable. Wow, c'est dingue. Cette immensité, regarde ces couleurs là. C'est trop beau. Pourquoi tu as choisi cette région du Québec, Marjorie? Parce que tu aurais pu aller partout ailleurs, mais qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ici? Le vrai truc, Ouais. je suis partie de Montréal en autobus. Je me suis endormie dans l'autobus. Quand je me suis réveillée, tu sais, t'as ta sensation de tu sais pas t'es où, là. Et j'ai cru que j'étais chez moi, dans les Cévennes. C'est les mêmes montagnes. Bon, les lacs en moins. Et je suis restée. Est-ce que c'est aussi la nature qui t'a attiré dans cette région en particulier? Complètement. Moi, j'ai fait une formation en France. J'ai fait un BTSA, GPN, AN, gestion protection de la nature, en animation nature. Et t'es tout le temps dehors, t'expliques aux gens, tu fais de la vulgarisation scientifique de pourquoi cet oiseau-là, il va chanter comme ça. Et j'ai toujours été dehors. Et tant qu'à être dehors, autant trouver un super terrain de jeu encore plus grand que ce que je pouvais avoir. On a une diversité énorme d'écosystèmes, que ce soit les lacs, les forêts, on a de tout, vraiment. Ouais, donc pour une passionnée de la nature comme toi, et qui en plus comprend toutes ces interactions, Qui essaye au mieux de comprendre, ouais. c'est fascinant. C'est comme si tu ouvrais un livre sur ta passion, quoi. Ah, puis c'est de surprise en surprise, on en découvre tous les jours, là. Et à l'heure du réchauffement climatique, Il y a une énorme prise de conscience en ce moment qui est un bon petit espoir. Maintenant, les gens ont un panel d'informations disponible qui est ça, c'est important. Les hivers sont moins rudes, par exemple, que quand tu es arrivé aujourd'hui? Oui. On a des hivers beaucoup plus doux. Cet hiver, ça a été... Écoute, je pense que j'ai même pas mis de manteau de l'hiver. Je commence à être adaptée, mais j'ai pas mis de manteau de l'hiver, là. donc je pense qu'on n'a plus qu'une chose à faire. Profitez du moment. C'est de regarder ce paysage et de profiter. Let's go. Alexis Lopez a tout juste 30 ans. Il y a quelques années, il a entrepris de voyager comme on le faisait en 1900. Une façon d'adopter un rythme plus lent, à pied ou à cheval, muni de sa chambre photographique. J'essaie de ne pas dénaturer les zones où je vais, à cheval au Kirghizistan, traverser l'Oural avec peu de moyens, ou alors rencontrer les descendants des derniers Incas au Pérou. Tout a commencé après des expériences de journalistes-reporters sur le qui-vive, auprès des Gilets jaunes ou en Ukraine. Donc là, je suis à Boutcha, et comme vous pouvez le voir, hein, toute la rue a été complètement dévastée ici. Il y a des carcasses de tanks, de divers véhicules militaires un petit peu partout. J'ai eu aussi envie de comprendre le monde dans lequel on vit. En tant que jeune, c'est très difficile aujourd'hui, avec l'urgence climatique, les guerres, etc., de réussir à s'ancrer quelque part et à comprendre un petit peu plus ce monde en fait, qui est de plus en plus instable. En décrochage scolaire, il a découvert le photoreportage grâce aux documentalistes de son lycée professionnel.
Il s'orientait alors vers le service à la personne en maison de retraite, entre autres. Et ce documentaliste du CDI, je crois, est le premier adulte qui a cru en moi. Cette personne m'a permis de prendre suffisamment confiance en moi pour faire des choses. Et ça, quand tu es un gamin élevé par ta mère seule, qui n'a pas trop de temps pour toi, c'est hyper précieux. Sur le tas, par lui-même, Alexis s'est formé. Il est passé par une agence de presse et il a investi les réseaux sociaux pour diffuser ses reportages. On vient de voir un ours passer juste ici, là-bas. Putain, il y a du coin. Allez. Je crois qu'il y a un moment où je suis allé trop loin, c'est en Sibérie. J'ai eu l'impression d'être dans une forme d'aventure un peu cliché de l'homme viril qui va combattre la nature, qui va survivre après les éléments, etc. Je crois que ça m'a rendu malade, là j'ai l'estomac qui est retourné. J'ai perdu toute mon énergie. On est revenu à la civilisation et je me suis dit waouh, mais en fait j'aime pas la nature quoi. Et en fait on est arrivé dans une zone d'inconfort tellement grande que le propos que je voulais tenir à la base, c'est-à-dire waouh, tiens, allons faire des choses avec la nature, ne tenait plus en place. Et je me suis dit ah ouais, ok, c'est que là, je crois que je suis allé trop loin. À la suite de ses expériences en Sibérie et en Ukraine, Alexis a fait un burn-out. Il a alors changé d'horizon et il a choisi l'itinérance au Kirghizistan au rythme des chevaux. C'est juste trop ouf quoi. C'est juste un rêve quoi. Je suis hyper ému là de tracer dans des paysages comme ça. Le déclencheur de tout ça pour moi il a été très difficile puisqu'en fait c'était le mal-être quelque part, ma dépression. Le fait d'avoir un mal-être en santé mentale. Quand j'ai fait mon burn-out il y a 2 ans, je voulais vraiment me déconnecter. Et je me suis dit ok, il faut que je parte sur une zone où je vais pas avoir de téléphone portable, pas de câble électrique, pas d'avion. J'ai pris une carte du monde, j'ai regardé cette carte et je me suis dit où est-ce qu'il existe encore ce genre de zone. Et la réponse a été nulle part. Et puis finalement en creusant un peu, il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup au Kirghizistan. Le cheval, c'est l'emblème du pays. Aujourd'hui, il veut choisir l'itinérance comme mode de vie. Son prochain objectif, la panaméricaine, du Chili à l'Alaska. Waouh! T'as vu ça? C'est hallucinant ce décor. J'ai l'impression d'être dans un film, vraiment. C'est clair. Bonjour! Allô, Normand. Enchanté Ça Alexis. fait plaisir. Je serai votre pilote Salut aujourd'hui. Normand. On fait un petit envolé vers la pourvoirie d'aventure Kimka. Voilà, c'est quoi une pourvoirie d'ailleurs Normand? C'est une entreprise qui offre contre rémunération des services. Majoritairement, les pourvoiries sont reconnues comme des activités de chasse et pêche, mais de plus en plus comme pourvoirie aventure Kimka offre des services de nature douce avec des équipements, des embarcations, des canots, pédalos, voiliers. Et à quoi servent tous ces avions ici? Est-ce que c'est que pour transporter des touristes dans des pourvoiries ou c'est pour... Majoritairement, c'est ça. On travaille aussi lorsqu'il y a des feux de forêt, évidemment. On est très demandé pendant ces périodes-là. L'an passé, d'ailleurs, ça a été le cas. Ensuite, on travaille aussi avec les prospecteurs miniers, beaucoup dans le nord du Québec. Et nous, on transporte les équipements, les hommes, tout ça, dans des sites où ils font justement la prospection, du forage, tout ça. Actuellement, mais c'est du lithium. C'est la grosse mode, là, hein? Les batteries au lithium, puis les autos électriques, puis tout ça, là, ça circule plein de ce temps-ci. C'est la première fois que je vais monter dans un hydravion. J'espère que tu es un bon pilote. On m'a dit que tu avais un associé qui avait 14 ans. Oui. Molly. Molly, c'est mon associé. Ah, c'est le copilote? Okay. Molly, elle a plus de 350 heures de vol. Elle est venue dans le Grand Nord du Québec. Molly, elle a couru après des caribous. Alors, on prend quel avion, Normand? On va prendre celui-ci. Notre dernière acquisition, un type d'appareil Norseman qui date de 1944. Mais ce qui rend cet avion-là mythique, c'est son tableau de bord, son volant. Les gens sont très fascinés. On prend place? Allez, OK. on y va. Je te laisse y aller. Fais attention à ta tête. Toi aussi, fais attention à ta tête. Waouh, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est un rêve d'enfant en fait. Je vole tous les jours là-dessus, puis je suis toujours émerveillé. Alors, tu vas voir, tu es un grand gaillard.
baisse le siège. Le siège. Tu peux t'asseoir en faisant bien attention de ne pas t'accrocher dans tous les boutons. Puis tu dois rentrer tes jambes en dessous du tableau de bord. OK. Wow. Vas-tu venir à bout? Oui, c'est très bien. Parfait. Voilà. Eh, c'est super excitant, tu trouves pas? C'est incroyable. J'ai qu'une envie, c'est de voler. Oh là 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 là! C'est dingue! C'est incroyable. J'arrive pas à croire qu'on vole avec un avion des années 40. On va prendre d'altitude un petit peu, là, tu vas voir une meilleure idée. Oh là là, que c'est beau, c'est Laurentine! Ça va mettre ça, avoir une sensation, là? Ouais. Alors attends, c'est quoi? Concentre-toi! T'as pas les pédales, là? OK. Ben, au moins, t'as les contrôles. Moi, j'ai les pédales. Alors attends, qu'est-ce que je fais là? D'accord. Essaye là doucement. OK, j'ai compris. Va doucement. Tu peux faire un virage à droite. Incline un petit peu. Incline encore. Ça va, Ismaël, t'as confiance? Pas du tout, non. Non, non. Moi, je synchronise un peu les pédales actuellement. On tourne à gauche un À peu. gauche. Oh, pousse légèrement. Ouais. Oh, la folie! Oh, en fait, c'est... OK, on s'en va droit. Attends, il y a des turbulences, Laisse le chef, voilà. Tu pourras dire que tu es aux commandes d'un avion mythique. Merci pour ça, Normand. Incroyable. On a beaucoup de chance de vivre ça cette saison, je pense. Ah oui. Les couleurs, là, elles sont incroyables. Ce bleu des lacs. Wow, il est doux. Ouais. C'est l'expérience. Incroyable. Non, mais c'est un truc de dingue. Bravo, Normand! Énorme. Bravo! Bravo, mon gars. C'est à la fois beaucoup de poésie et beaucoup d'adrénaline, en fait. Ah ouais, c'est... Oh, Vraiment. on dirait une mer intérieure ici, regarde. Salut Normand. Allô, comment ça va, Carl? Ça va bien, et toi? Je t'emmène deux individus émerveillés Attention à toi. de ce qu'ils ont vu. Les couleurs sont fabuleuses. Merci, Normand. Ça va? Ça va bien. Content de te voir. Hop là. Bonjour, Karl, c'est ça? Ouais, salut madame, ça va? Enchanté, ça va et toi? Oui, ça va bien, ça va Vous bien. avez le don de broyer la main des gens. Bienvenue, bienvenue. Merci. Ça fait plaisir. Merci, je te présente Alexis. Salut madame. Enchanté. Ça va bien? Belle poignée de main. Ouais, bienvenue. T'as vu, hein? Ah, toi aussi, tu l'as vu? bah j'ai plus de dents. Bienvenue au paradis. C'est bien. C'est magnifique. Franchement, l'arrivée sur ta pourvoirie, là, vue du ciel, c'est bien? une folie. Je vais vous souhaiter un bon séjour au Québec. Merci. beaucoup. Et si je peux te donner un petit conseil, ne lui redonne jamais les commandes. Parce que c'est vraiment là où j'ai le plus peur. Merci, Normand. OK, salut. Rentrez-vous bien. Bon retour. Oui, Boudin. merci beaucoup. À bientôt. Bye. Allez les gars, on va découvrir le site. Ça vous a plu? C'est incroyable. T'as Ah souvent ouais. des hydravions qui se posent comme ça ici? Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais. Et tout ce lieu t'appartient, Carl? Ben, disons qu'on a un grand territoire à travers un parc. Donc, alentour de nous, on a tous les animaux. Donc, on a la loutre, le loup, on a le coyote, on a le vison et on essaie de faire attention. Je sais pas toi, Alexis, mais moi, ce qui me fascine avec ce lac, Karl, c'est qu'il n'y a aucune construction humaine aux alentours, quoi. Il est sûr qu'on est bien. Pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important quand je regarde un décor. C'est qu'il ne faut pas que je vois de fil, il ne faut pas que je vois la présence humaine. Et ça, c'est très, très rare de nos jours ici, au Québec. Moi, je vais dans des zones où parfois il faut 10-15 jours de marche ou à cheval pour trouver ça. Et là, c'est assez fou de se dire qu'à moins de 3 heures de Montréal, tu peux trouver des spots comme ça. C'est vraiment un endroit unique et donc il faut le préserver. Donc, c'est important de vraiment le protéger. On va voir le chalet? Allez, on y va. Allez. T'as des ours, des fois, qui passent ici la nuit, par exemple, ou d'autres animaux ici le matin quand tu te lèves? L'ours a plus peur de toi
que nous, on a peur de lui. Donc, à partir de là, l'ours, il reste très, très loin. Donc, là, on n'a pas grand chance de voir l'ours. Mais c'est sympa. Ouais, cette petite ambiance tout bois, là, c'est génial. Tu prends quelle chambre? 1, 2, 3. Je prends celle-là. On va aller prendre des belles truites. Joanie est guide de pêche. Depuis 20 ans, elle accompagne des femmes qui veulent apprendre à pêcher à la mouche. On va pouvoir revoir la technique. On a plusieurs mouches, plusieurs matériaux pour faire les mouches. Ici, au Québec, on va utiliser des poils d'orignal ou de chevreuil. Comme ça, c'est du corps de chevreuil. Elles se réunissent dans ce qu'on appelle une pourvoirie, des centres de villégiature typiquement canadiens qui offrent des services de pêche et de chasse au fil des saisons. On va monter ce qu'on appelle une Wally Bugger olive pour imiter la larve de libellule. C'est bien parfait, ça. C'est super beau, Nathalie. C'est pas grave, on va mettre des matériaux par-dessus. Je suis en contrôle de mes doigts. Peut-être plus que moi. Ça, c'est tes ongles que tu contrôles pas. Moi, je contrôle mes doigts. Force est de constater que ça ressemble à un ananas. Alors, j'espère que t'as tout seras végétarien. Il y a comme il y a un... Les fois, ce qu'elles nous disent, qu'ils viennent chercher avec la pêche au féminin, c'est de l'autonomie. Il y a une fille, on est en train de pêcher, elle pogne son premier poisson à vie. Il était gros comme ça. Puis, elle dit... J'avais oublié que j'étais courageuse, de faire le chemin toute seule, d'aller avec une gang de filles que je connais pas dans le bois, de pas savoir dans quoi je m'embarque, d'aller apprendre un nouveau sport. Elle dit, je me trouve fière, puis je vous en parle, puis j'ai des frissons, tu sais. La mouche, faut pas qu'elle te touche à l'eau en arrière. Faut que tu fasses comme une pointe de pizza. Le bout de ta canne arrête haut, en avant, haut. T'arrêtes là. Je veux que t'arrêtes là. Oui, oui, oui. On se découvre des muscles, je crois. Mon Dieu, Claudia, bravo. C'est beau! Pour une fille qui n'a pas pêché de l'été, là, wow! Tout ce que je pensais que j'aimais pas de la pêche, c'est-à-dire rien faire, attendre, en fait, c'est ce que j'apprécie. Pour avoir le temps de regarder, d'attendre que ça morde, d'anticiper, Voilà, toute la relaxation avec la nature. Le poisson, c'est la cerise sur le sundae. Le poisson, c'est la cerise sur le sundae. Mais là, clairement, on aimerait bien avoir la cerise sur le sundae. Au Québec, il y a plus de 300 pourvoiries dédiées à la chasse et à la pêche. On va des sandwichs, je vais dire. Ah oui, on peut faire des sandwichs. Stéphane et Manon ont quitté les alentours de Montréal pour acheter leur pourvoirie à 6 heures de route plus au nord, ici, en Abitibi. Des chasseurs à la perdrix. Ils n'ont pogné 6 à matin, quand même. C'est un rêve qu'on avait depuis de nombreuses années. Là, moi, quand j'ai rencontré Stéphane, on avait 24 ans. C'était un grand projet pour lui de devenir pourvoyeur. Je me suis jumelée. Moi, c'était plus le plein air. Mais j'ai embarqué un petit peu dans ce projet-là. Et 20 ans plus tard, on a investi pour être capable, en fait, d'arriver à acheter une pourvoirie. On est vraiment tombé en amour avec l'Abitibi. Puis maintenant, je pourrais dire que c'est vraiment notre chez nous, là, comme on dit. 1, 2, 3, go! Ils ont choisi de vivre à 1 heure de route de la ville la plus proche. L'Abitibi est l'une des zones les plus vastes et les moins densément peuplées du Québec. 1, 2, 3, attention, une région qui veut séduire de nouveaux habitants. Lorsqu'ils sont arrivés, Cédric, leur fils, avait 11 ans. Ça a été une expérience hors du commun, là. Je pourrais dire ça comme ça. En fait, là, parce que justement, là, dans l'âge que j'avais, mes amis au secondaire, tout ça, eux autres, c'était vraiment jouer aux jeux vidéo. Si tu voulais faire des amis, c'était comme ça. Sur c'est de la pourvoirie, tu sais, pas d'électricité. Fait qu'on vivait principalement avec nos panneaux solaires génératrices. Fait que c'était vraiment du plein air
Mais pour le futur, justement, ce que j'aimerais faire, c'est j'économise mes sous pour acheter justement les parts à mes parents de la pourvoirie puis reprendre ça éventuellement. Pourvoirie rime avec autonomie. Dans ces contrées reculées, il faut tout gérer. Ses accès, son approvisionnement en eau courante et en énergie au fil des saisons. La pêche touche à sa fin. La chasse va débuter. C'est pas surprenant qu'on ait quand même des fois des moins 45 à moins 52 face au vent. Fait qu'il faut vraiment prévoir le coup pour la saison de l'hiver pour bien chauffer. Lorsque Cédric allait à l'école, son père l'emmenait en déneigeant 42 km aller, 42 km retour. Aujourd'hui, ensemble, ils vont préparer l'ouverture de la chasse. Et elle commencera bientôt. Incroyable. Alexis, il est là. Je me suis levé il y a 5 minutes. C'est trop bon. C'est un truc de fou. T'as bien pensé à la petite serviette. Ah bah oui, je t'ai vu nager au loin T'es adorable. depuis le refuge. Bah, tu viens avec moi ou pas? T'es fou. Allez. Tu viens avec moi? Non, c'est mort. Allez, viens, faut y aller, sinon on va se congestionner de froid. Je me déshabille, on fonce direct. Ah bah c'est ça, faut pas Parce que traîner. je sais que j'irai jamais sinon. Faut que tu te mouilles quand même un peu, mais faut pas traîner, effectivement. On se rejoint au bout. Ce que je trouve assez fantastique ici, c'est qu'il y a des bruits de la nature tout le temps. Cette nuit, à la fois, il y avait un grand silence, et en même temps, d'un coup, t'as un cri, un chant d'un animal que tu n'imagines même pas. Enfin... Une fois, j'étais en Sibérie. Je dors dans ma tente. Et le matin, à 6h, j'entends... C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la tente. Un ours. C'est marrant que tu parles d'ours, parce que je sais que dans les forêts autour d'ici, il y a justement des ours, des loups, des lynx, enfin énormément de faune. Et il y a encore cette tradition des trappeurs. Et c'est pour ça que je voulais qu'on vienne dans cette partie des Laurentides en particulier. Alors moi, ça me pose un peu question quand même, parce que le principe, c'est de chasser des animaux, et c'est une pratique qui n'est pas du tout la mienne. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce qui fait l'âme des territoires, et ça en fait vraiment partie. Je pense que c'est Karl. Oui. C'est un peu l'Amérique ici quand même. Hein. Le gros pick-up. Regarde-moi ça. Hey, salut les gars. Ça va? Vous êtes prêts pour la trappe? Bah écoute, ouais, par contre, quand je vois comment t'es habillé, je suis pas sûr qu'on soit prêt. Vous avez des bottes d'eau? Bah t'as peut-être des choses à nous prêter? Je vais vous en prêter. Et qu'est-ce qu'on peut voir en allant dans la forêt comme ça avec Là, toi? j'ai l'intention d'aller vous faire visiter un habitat de castor. D'accord. Je vais vous amener où il y a des barrages à castor, des huttes à castor. Je vais vous parler du castor, l'emblème du Canada. Puis par la suite, moi, j'ai installé des pièges hier. On va aller vérifier si on n'aurait pas une capture. D'accord, ok. C'est bon Donc pour vous? un trappeur, c'est quelqu'un qui chasse? Un et trappeur, non, c'est pas un chasseur. Un trappeur est une personne qui capture des animaux à fourrure à l'aide de pièges. Donc, on n'utilisera pas d'armes à feu, d'arc ou d'arbalète. Alors, si vous êtes prêts, les gars, on embarque?
Allez, on y va. Oh là là. Regarde le petit jeune là, comme il prend plaisir. Oh, ouais. C'est toute ma contradiction. J'adore piloter des engins, des motos, des gros 4x4. Et en même temps, j'adore la lenteur du cheval, la nature, tu vois. Ouais. Toi, ça te pose pas problème de venir comme ça dans la nature avec un aussi gros engin? Faut que je ramène mes grosses bêtes après, là. Fait que, J'imagine que tu trimbales pas l'ours sur ton dos. Non. Et alors toi, comment tu t'es mis à tout ça? T'avais des parents qui chassaient Non, moi, depuis que je suis tout petit, la faune, la forêt m'attirait, m'intéressait. Le fait de me retrouver en forêt, là, je suis comme dans un autre état d'esprit. C'est comme une période, comme si j'étais hypnotisé. Je suis comme dans un autre univers. C'est marrant ce mélange entre la chasse et la poésie. Oui. Mais c'est marrant parce que en fait, on a un point commun, c'est l'amour qu'on a pour la nature. Et on a deux manières de l'interpréter, en fait. Elles sont très différentes. Et j'ai hâte de découvrir vraiment ce qu'il en ressort de ta pratique. Bon, moi, je trouve que ça manque un peu de musique dans cette voiture, mon cher Karl. T'as pas un peu de son québécois, là? Ben écoute, ici en pleine forêt, là, si on réussit à avoir du réseau, on est très chanceux. Bon alors, est-ce qu'on lui donne son permis, Karl? Oh, ouais, un bon conducteur. Ouais, ouais, surprenant dans, Validé dans par le le chef? chemin de terre. Là, on va récupérer les pièges, tout ça. Par contre, vous ferez attention, les gars, il y a des chasseurs à l'affût. Et ici, les chasseurs, ils rigolent pas. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est pas ouvert encore. Attention à vos yeux, hein, avec les branches. Karl, est-ce qu'on trouve beaucoup d'animaux dans ces forêts? On trouve quoi ici, à part les castors? Oui, je te dirais, les 15 espèces d'animaux à fourrure sont ici parce que ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de forêts, beaucoup de résineux puis beaucoup de bois franc, ce qui favorise l'habitat de la plupart des espèces. On arrive. C'est ici? Ouais. Ah oui. C'est un barrage de castors, ça? Ouais, ça, c'est le barrage. Vous pouvez voir un deuxième barrage un peu plus haut. J'avais jamais vu un barrage de castors de ma vie. Dans le fond, le barrage, là, c'est pour inonder le territoire. Parce qu'en inondant le territoire, ça lui permet d'aller ronger des arbres sans avoir à sortir de l'eau. Donc, si je comprends bien, ces barrages qu'on voit là, tu vois, moi, dans mon imaginaire, c'était pour retenir l'eau, mais je savais pas vraiment pourquoi. C'est comme un garde-manger qui lui permet de survivre en toute saison. Je te dirais que oui. Dans le fond, c'est un herbivore à 100 %. Puis il se nourrit d'écorces, de branches, de feuilles et de plantes aquatiques durant l'été. Là, tu dirais qu'ils sont combien ici? C'est quoi? C'est une famille, deux familles, 10 familles? Habituellement, tu sais, dans une colonie de castors, c'est 4 à 6 individus. OK. Fait que là, moi, par respect, j'en capture 2. En capturant 2 castors, ça va préserver mes castors encore pendant plusieurs années dans le même plan d'eau. Fait que dans le fond, en apportant un équilibre de population en forêt, on évite qu'ils se retrouvent un jour chez les riverains. Oui, parce que s'il y a une confrontation entre les riverains et les castors, ils se font tuer, quoi, les castors. Oui. Alors là, tu vas le poser où, ton piège? Alors là, je vais faire une brèche avec ma botte pour laisser écouler l'eau. Là, je crée une fuite comme ça. Et là, je vais venir installer mon piège directement à la fuite. J'enlève les ancrages de chaque côté pour le mettre en action. Le niveau d'eau, là, dans quelques heures, il va avoir baissé peut-être de 2-3 cm, puis lui, il le ressent. Dans le fond, c'est comme un leurre sonore, hein? Il va entendre une fuite au loin. Fait que par instinct, il va venir tout de suite bloquer ça. Alors, c'est comme ça, c'est une question de survie. Ils sont très sensibles, au final, ces castors. Oui, exactement. Ils veulent surtout pas perdre leur débit d'eau, surtout pendant la période d'automne. Parce qu'ils savent très bien là, que dans environ un mois, là, il va y avoir une couche de glace qui va se former sur le plan d'eau. Les températures là, vont chuter drastiquement là, bientôt. Fait qu'il faut qu'il préserve son épaisseur d'eau. Une question de survie.
Là, ce soir, les gars, je vous ai préparé des brochettes de castor. Ah ouais, c'est une thématique castor. Oui. Puis pendant qu'on va manger le castor, ce qu'on va faire, c'est que je vais brûler de la sauge par respect face à l'animal qui a donné sa vie aujourd'hui. Tu me parles de sauge? Oui, la Pourquoi sauge. il y a une dimension spirituelle à ça? Exactement. Ben, c'est utilisé par les Autochtones. Hein? Dans le fond, ça représente un peu les 4 éléments essentiels à la vie, soit le feu, l'eau, la terre et l'air. Je trouve ça étonnant de devoir faire un geste lié au peuple autochtone de cette terre, parce que la fourrure, ça a été l'une des industries florissantes lors de la colonisation de la côte est du Canada et du Québec aussi, et qui a d'ailleurs coûté beaucoup aux populations autochtones d'ici. Exactement. Toi, en tant que trappeur, parce que le trappeur, c'est quand même une figure de cette colonisation, comment tu vis cet héritage? Ça veut dire encore quelque chose pour toi aujourd'hui? Autrefois, les trappeurs piégeaient seulement les animaux les plus payants. Donc, ça apportait des déséquilibres total, comprenez? Aujourd'hui, le trappeur est plus conscient d'apporter un équilibre parce que les fourrures valent rien. Donc, tout trappeur d'aujourd'hui, ce sont des passionnés. T'sais. Ce sont des gens qui respectent la nature, puis ils réalisent réellement que on apporte du mieux en forêt. Ouais, c'est un autre équilibre. Ouais. Hey, les gars, je crois que les brochettes sont prêtes. Ouais. Là, vous voyez, je vous ai fait une belle petite brochette, poivron vert, oignon, magnifique. C'est très cube bon. de castor. OK. Allez, on y va. Bonne note, les gars. C'est pas si fort que ça, au final. C'est très tendre, assez fin. Un peu trop cuit. Parce qu'on parle trop. Merci pour tout, Carl. Hein. Merci de votre visite, les gars. Eh ben, on va bien dormir ce soir. Bonjour mesdames, bienvenue au Parc des Guebels. Alors, je suis vraiment content que vous ayez choisi de venir faire une petite randonnée sur le lac. Le parc national d'Ecbel se situe dans l'une des régions les moins densément peuplées du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'étend sur près de 300 km², soit 3 fois la ville de Paris. Mesdames, avez-vous décidé qui sera à l'avant, qui sera à l'arrière? C'est toi à l'arrière. OK, c'est toi la plus expérimentée. Au Québec, l'Abitibi-Témiscamingue est une jeune région administrative. Plus montagneuse, éloignée du fleuve Saint-Laurent et des grandes villes, elle est restée préservée de l'industrie plus tardivement. Tout le monde est confortable avec son canot? Oui. Excellent. Les colons n'ont exploité la région qu'à partir des années 20, lorsqu'ils ont découvert des gisements de cuivre, d'or et d'argent. Ici, on est dans un endroit très, très, très spécial. Là, j'aimerais vous ramener dans le temps, il y a très, très longtemps, quelques millions d'années. Ici où on se trouve présentement, il y avait 5 km d'épaisseur de glace. Jean-François vient d'arriver sur le parc d'Ecbel. Il a travaillé dans plusieurs parcs canadiens. Sous le glacier, dans le roc ici, il y a un tremblement de terre qui a séparé le roc puis qui crée les deux falaises qu'on voit de chaque côté du lac ici. Puis quand le glacier a fondu, il y a environ 5000 ans, la faille s'est remplie d'eau. Autour, une immense forêt boréale abrite une faune exceptionnelle. Loups, orignal, renards, moufettes, ratons laveurs, il y a plus de 200 espèces. Dans cet écosystème, cette année, les gardes du parc national se sont lancés dans un projet de suivi des micro-mammifères, les êtres vivants de moins de 100 grammes. Ça consiste à capturer les animaux vivants. On va y mettre ce qu'on appelle un tag sur l'oreille, donc une étiquette d'oreille en bon français. Ça nous permet de suivre les changements de la population. Par exemple, s'il y a eu un hiver catastrophique avec un couvert de neige très faible, est-ce que ça allait affecter les populations ou pas? Souvent, c'est la proie principale de la majorité des petits carnivores. Donc, leurs densités ont une incidence sur tout le reste de la faune. Donc, on vient d'arriver au premier piège. C'est le numéro J1. Marilyn, tu vas aller faire la ligne G. S'il te plaît. Émilie, toi, reste un peu dans le centre vu que tu as l'équipement pour le trappage. Quand l'animal rentre au bout du tunnel, ici, il enclenche
Vous voyez, oups, la porte s'est refermée. Donc, il reste pris. Dans le piège, on insère ce qu'on appelle de la bourre. Donc, s'il fait froid, si on le capture pendant la nuit, par exemple, que les températures descendent, l'animal peut se réfugier dans la mousse. Puis on met une petite pomme aussi pour qu'il y ait de la nourriture. Pendant 3 heures, 2 fois par jour, les gardes relèvent sans piège afin que les animaux soient enfermés le moins longtemps possible. De temps en temps, il faut replacer nos flags. Souvent, un problème quand on fait du trapage comme ça, c'est les ours. Les ours viennent jouer avec les pièges, les stations. Des fois, ils peuvent tout déplacer. Des fois, c'est fatigant. Ils sont là, on est chez eux. Oh! Capture! Yes! Bon, je vais appeler les 2 autres, voir s'ils sont proches. Sarah! Marilyn! Eh oui, il y a quelqu'un. Un petit compagnon là-dos. On va le sortir après. Prépare ton équipement, là. Ton tag. Puis ça, c'est clairement un juvénile. Là. Il est tout petit. Il est vraiment minuscule. Là. Tiens, fais-le. Vas-y. Yes, c'est fait. T'as-tu pris le numéro? Parmi les gardes, Sarah est originaire de la région. Et dans le parc, elle est en charge du projet Loup. Depuis 2013, un suivi de l'espèce est en cours au Québec. Afin d'acquérir des connaissances sur cet animal aussi méconnu qu'il est difficile à voir, les gardes ont installé des caméras à déclenchement automatique et des micros. C'est bon signe. Quand on voit des orignaux, souvent, les loups sont pas trop loin. Ah, ici, ça aussi, c'est vraiment une belle image. On a une maman ours avec 1, 2, 3 petits. Je suis vraiment... Oh, il y a 3 loups qui passent, 4 loups. Je suis vraiment contente de voir ça. Ça veut dire qu'on a un super bel endroit là, pour le passage des loups. C'est vraiment un rêve que j'ai, moi, d'apercevoir un loup dans la nature. En fait, si on entendait des cris de louveteaux dans nos enregistrements, ce qui serait vraiment une très bonne nouvelle pour la conservation du loup. Puis ça donne aussi une preuve que le parc est un oasis de protection. En fait, autour du parc, il y a de la pression qui peut venir de l'industrie minière, qui peut venir de l'industrie forestière. Ça va aller manger l'habitat du loup. En haut de la chaîne alimentaire, la disparition du loup affecterait toute la faune. Afin de sensibiliser leur communauté à la préservation des espèces de nature, les gardes interviennent régulièrement dans les écoles de la région. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Jean-François, garde-parc naturaliste, qui va nous parler des territoires protégés. Alors, combien avons-nous de parcs nationaux au Québec? On vote une fois. Qui dit qu'il y en a 43? Vous êtes mes nouveaux meilleurs amis, je vais vous dire pourquoi après. Qui dit qu'il y en a 16? J'aurai un commentaire pour vous aussi, mais ça va être désobligeant. Et qui dit 28? Alors, vous avez raison. Ces élèves sont en cours d'écologie et plein air. Une option très populaire depuis quelque temps dans les établissements québécois. Clairement que j'aurais aimé avoir ce cours quand j'étais enfant, parce que justement, je suis écologiste de formation, donc j'ai pu faire ces cours à l'université. Mais avoir ça en étant jeune, je crois que ça permet notamment d'aller toucher des jeunes qui sont intéressés, mais pas passionnés, comme on peut l'être à l'université. Donc ça permet d'aller semer quelques graines dans l'esprit des jeunes. Un air de protection pour remettre... Changement d'univers radical. Bon, ça va, il y a un petit peu de verdure, il y a du gazon. Ça me rappelle un peu les séries américaines, tu sais, genre Desperate Housewives. C'est vraiment la petite banlieue à l'américaine, quoi. Ouais. Oh, je suis heureuse que vous soyez là. Moi aussi, j'ai ma tenue pour la danse. Magnifique, on est prêts aussi. Bonjour. Oh, bonjour, hello.
Ismaël Barbin, enchanté. Enchanté, papa. Je te présente Alexis. Alexis. Enchanté. Ravie de te rencontrer. Sam. Sam, salut Sam. Salut. Hey. Ça va? Enchanté. What go on what on do? Dans ma langue, ça veut dire bienvenue. Merci beaucoup. Merci, c'est cool. Bah, quel comité d'accueil quand même. Hein. Vous êtes magnifiques, mais je me demandais, vous êtes de la même communauté parce que là, il y a vraiment 3 looks bien différents, quoi. Non, nous ne sommes pas issus des mêmes communautés autochtones. Nous venons de communautés différentes. Ok. Et nous nous sommes rencontrés lors de Powwow. Ce sont des rassemblements des Premières Nations où nous partageons nos danses, nos cultures et nos chants. Alors moi, je vous trouve splendide avec vos tenues. Et je me pose une question, comment est-ce que vous êtes perçu ici dans un quartier comme celui-ci? Je pense qu'on serait pris pour des originaux si nous marchions dans la rue habillés comme ça. À ma connaissance, il n'y a aucune autre personne des Premières Nations qui vit dans ce quartier. Mais vous savez, mes voisins sont ouverts et curieux quand je discute avec eux. Et ils veulent en savoir plus, ils veulent savoir ce que je fais. Et nous aimons partager notre culture, un peu comme je le fais avec vous aujourd'hui. Et j'adore ça, car ça nous rapproche énormément. En même temps, regarde, nous aussi, on est habillés avec l'uniforme de notre culture au XXIe siècle. Hein. C'est ça. Et là, on est en minorité, donc ça va? Ça vous va de nous voir habillés comme ça ici? Pas de souci. Vous êtes superbe. Les voisins n'ont pas l'air de nous remarquer finalement. Tu crois que la police va arriver? Non mais c'est marrant. C'est vrai que ça fait un vrai contraste. Hein. Appelez la police. Il y a un petit écureuil. Ouais. Oui, il y en a beaucoup ici. On utilise souvent cette préparation de plantes avant de danser et jouer du tambour ensemble. C'est une manière de se purifier, c'est ça? Oui. Bravo. Ah, c'était magique, hein. C'était très puissant quand même. Tu as dit avant de commencer que ça ouvrait l'esprit des gens. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti comme une ouverture dans le buste là. Et j'étais aspiré dans votre monde à vous. Pour nous, danser, jouer du tambour et chanter, c'est très important aujourd'hui. Car dans le passé, c'était illégal dans de nombreuses régions du Canada. Nous ne pouvions pas danser. On pouvait se faire arrêter pour ça. Ah ouais. Et ça a continué jusqu'en 1951. C'est donc une histoire très récente. Ah oui, un peu plus de 70 ans, quoi. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple spectacle de danse. Et comment, pendant toutes ces années, vous avez réussi à préserver, vous, le peuple autochtone, ces traditions, malgré la répression? C'est grâce à l'intelligence de nos ancêtres qui ont fait perdurer ces pratiques culturelles. Mais nous avons beaucoup perdu, surtout à cause des pensionnats. Ce sont des lieux où le gouvernement canadien a enlevé nos enfants pour les placer loin de nous.
Ce à quoi tu fais référence, c'est à cette fameuse affaire qui a ébranlé le Canada, mais qui a été connue dans le monde entier, des pensionnats où on mettait les jeunes autochtones pour les acculturer et en fait les formater au monde occidental, mais avec beaucoup de violence et beaucoup d'agressivité, quoi. Oui, nous sommes encore en train de nous en remettre, même si nous avons tous des membres de notre famille qui ont fréquenté ces écoles. Donc c'est notre tour maintenant de demander réparation et de découvrir comment nous pouvons réellement avancer ensemble. Et moi et mes amis, nous croyons sincèrement que nos danses et nos chansons ont un effet thérapeutique. Le centre historique de Montréal. Ouais, c'est magnifique. Très animé. Bon, je t'avoue que la forêt me manque un peu quand même. C'est une ambiance différente, c'est sûr. Souvent, les gens me demandent de leur montrer les différents symboles autochtones de la ville. Donc, voici la célèbre statue du Vieux Montréal, représentant Maisonneuve, considéré comme l'un des fondateurs de la ville. Et les autres personnages autour sont des gens qui ont participé à la fondation de Montréal, comme la pionnière Jeanne Mance. Différentes figures sont représentées. Et ils ont tous un nom. Mais quand on arrive de ce côté du monument, nous avons un autochtone, où il est simplement écrit « Iroquois ». Oui, c'est vrai qu'il n'a pas de prénom là. Enfin, il n'a pas de nom de famille, alors que tous les autres sont nommés. Maisonneuve, etc. Lui, c'est Iroquois. Exactement. Il n'était pas important. Il y a une pratique en France et en Europe, en Occident, depuis quelques années, qui consiste à déboulonner les statues dont on n'aime plus les symboles. Est-ce que tu aimerais la déboulonner, cette statue? Je pense qu'il y a un certain danger à effacer l'histoire. Tout comme il est dangereux de ne raconter qu'une petite partie de l'histoire. J'avais vraiment envie de vous emmener tous les deux au Mont-Royal. C'est une montagne et un espace vert au centre de Montréal. C'est vraiment magnifique. Et bien sûr, nous avons une vue imprenable sur la ville. C'est vraiment la vue emblématique de Montréal, avec le quartier des affaires, le fleuve Saint-Laurent qui passe devant, le pont Jacques-Cartier de ce côté. On est quand même dans une grande ville du nord de l'Amérique, là. Il n'y a plus de doute. Est-ce que dans le passé, c'était un lieu où des populations autochtones étaient installées sur ce Mont-Royal? Oui, avant, nous avions des villages sur le Mont-Royal. Oui, car la terre ici était très bonne pour cultiver et faire pousser de la nourriture. Et toi, Barbara, comment tu arrives à rester toi-même, avec tes valeurs des peuples autochtones, dans ce monde hyper connecté qu'on a en face de nous? C'est en nous. Vous savez, notre culture vient d'une série de valeurs et de perspectives qui viennent de nous. Et nous avons toujours été un peuple qui s'adapte. Car si nous n'avions pas adopté les changements, nous aurions disparu. Ça montre notre résilience. Ah, et puis on vous souhaite de ne plus avoir à être résilient et de vivre. Tout simplement. Oui, juste vivre. C'est mon espoir le plus cher. Ce soir, on va faire un atelier de stage. Fait que dans le fond, on a soit du frame, on a du perlage aussi, on a le battage qui est derrière nous. Fait que je vais vous inviter à aller faire ce que vous avez envie de faire. On va s'installer, je pensais, comme ici, là.
Dans le temps, on n'avait pas de magasins, puis de plastique, puis de tissu comme on connaît aujourd'hui pour se faire des sacs. Les Abénaquis puis les Premières Nations utilisaient le frein. La première étape, c'est de le battre pour aller chercher nos lanières. Puis après ça, ils venaient le tresser. L'important là-dedans, c'est de suivre le rythme. Valérie et Gab sont Abénaquis, comme les jeunes qu'ils accompagnent dans l'apprentissage de leur culture ancestrale, celle des descendants des premiers habitants d'Amérique du Nord. Toutes les semaines, ils se réunissent après l'école pour acquérir des savoir-faire qui survivent par la transmission orale. Puis ouais, donnez-en un bon coup ici, parce que c'est là qui est pris. En ce moment, on est dans un processus de se réapproprier les outils qu'on n'a pas pu utiliser pendant très longtemps. Puis les Abénaquis, dû à notre positionnement géographique, on a été dans les premiers à rencontrer les colonisateurs. On a eu de la misère à conserver notre culture puis nos traditions. C'est un processus qui se fait lentement mais sûrement, en allant chercher des morceaux de cette identité-là puis de cette culture-là à gauche puis à droite. Plus que je me reconnecte à ça puis qu'il en émerge de la fierté, plus que c'est facile pour la future génération d'embarquer là-dedans. À l'âge de ces ados, par crainte du racisme et des discriminations, personne n'a transmis sa culture à Gab. Pour la retrouver, il voyage à la rencontre d'autres Abénaquis aux États-Unis. Ça vous arrive quand même de façon fréquente que les gens vous disent que vous n'avez pas l'air autochtone? Ouais. Mais ça Parce que je pense qu'ils ont une image préconçue de c'est quoi un autochtone. Genre qu'ils sont peut-être tannés, je pense. Ils sont tannés, ils ont toujours des plumes, puis ils sont frus. Là. Les Abénaquis n'ont pas les traits typiques qu'on peut voir, comme le classique de l'Indien d'Hollywood. Là. Il y a beaucoup d'Abénaquis qui ont des traits, mettons, la peau plus pâle, les yeux plus bleus, les yeux plus verts, et même toutes sortes d'autres traits, en fait, dépendamment des métissages qui ont eu lieu au fil des années. On est plus urbain, donc il y a plus de métissage avec d'autres nations, avec les Québécois, avec des Français. Le métissage est aujourd'hui une nécessité dans les petites communautés comme celle-ci, où ils ne sont que 200. En ce moment, ils connaissent un baby-boom. Pour encourager l'échange et la transmission, une fois par semaine, les membres de la ville se réunissent autour du feu communautaire. Gab l'a mise en place lorsqu'il est revenu s'installer au sein de la communauté. J'aimerais ça, à main levée, y en a-tu que ça leur tente de nous dire pourquoi ils viennent au feu? Oui. Commence. Parce que vous prenez votre temps pour nous, pour qu'on s'amuse. On apprend à vous connaître, à connaître plein d'autres personnes, comme Zach. Moi, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est les chants. Ma génération, on a une job d'éducation à faire. Dans la société, en ce moment, je pense qu'il y a un éveil collectif, tranquillement, qui se fait, que les gens reconnaissent et l'impact que ça a eu sur nous. Et ça, les pensionnats, comment on était raconté dans les livres d'histoire, il y a des gens qui sont prêts à entendre autre chose. Alors, les trentenaires se mobilisent pour diffuser l'histoire des Premières Nations. Les violences des pensionnats, l'acculturation forcée, les limitations de mouvement dans les réserves et les restrictions pour accéder à l'université, entre autres. Sur les réseaux sociaux, ils revendiquent des communautés de plusieurs milliers de personnes, comme Catherine. More footwork, more passion, more energy, more energy. Aujourd'hui, je vais juste saluer dans ma langue. Depuis qu'elle a fini l'université, Catherine est tiktokeuse à plein temps. Une de ses premières vidéos postées avait pour thème la sexualisation des femmes. Kwekwe, aujourd'hui on va parler des costumes d'Indiens et de Pocahontas. Donc, qu'est-ce qu'a fait Disney? Il a sexualisé l'histoire d'une jeune fille. Ces costumes continuent de propager les stéréotypes sur les Autochtones. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'ignorance encore sur les Autochtones, mais aussi beaucoup d'intérêt pour les Premières Nations. Les gens en veulent du contenu. Et toi, c'est quoi ton nom indien? Mon nom autochtone, tu veux dire?
Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est quoi ton nom indien? Ben, c'est Catherine. On est là pour les gens, on est là pour leur expliquer, on est là pour faire comprendre, pour raconter les choses. Parce que, tu sais, les Autochtones ont tellement traversé de choses à travers l'histoire. C'est un long cheminement pour aboutir à la réconciliation. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Avant de se réconcilier, il faut écouter, il faut guérir. Kwekwe. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des 11 nations au Québec et avec les changements de nom. C'est pour nous motiver à retrouver notre langue. What is wrong with you? Onion Indian. Grâce à la culture, la jeunesse veut avoir un impact et affronter les traumatismes qui se sont transmis au fil des générations. Dans les communautés issues des Premières Nations, les taux de suicide, d'addiction ou de violence familiale sont plus élevés que la moyenne nationale. Aujourd'hui, ma priorité, c'est la culture. Surtout avec un de mes parents qui est suivi pour une addiction. Je sais quelle différence la culture peut faire dans la vie de quelqu'un, sur son bien-être et sur sa santé. Ça change tout quand on sait qui l'on est et que l'on peut en être fier. Nous devons travailler à ramener notre culture et notre langue dans nos familles. Oui, car quand on voit que des gens comme nous prennent de la place publiquement, ça donne de l'espoir. Tu as raison. Et ça ne fait pas longtemps que l'on voit des avocats et des docteurs issus des Premières Nations. Cette année, Lily Gladstone est devenue la première actrice autochtone à remporter un Golden Globe pour son rôle dans le dernier film de Martin Scorsese. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Moi c'est Félix, enchanté. Ismaël, ravi de te rencontrer. Salut, enchanté. Bienvenue à Ripon, bienvenue chez nous. Merci. On voulait venir te rencontrer parce qu'il y a une tradition agricole dans cette région qu'on n'a pas encore découverte. Et puis moi je disais à Alexis que tu es à la fois un paysan et en même temps un chanteur. Tu as un groupe qui cartonne sur les plateformes. Enfin... Je te dirais que oui, je te dirais que c'est deux passions qui se mélangent normalement plus ou moins bien. J'arrive quand même à les mélanger bien. C'est deux choses qui me passionnent. Et cette ferme, alors, elle est dans ta famille depuis longtemps? 1927, mon cher. 1927, c'est mon arrière-grand-père qui est venu acheter ici. Mon grand-père l'a acheté de son père en 1964, si ma mémoire est bonne. Moi, j'ai racheté de lui, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que tu produis ici, alors? Ici, moi, j'ai des moutons, 110 brebis. Je fais 300 poulets de grains par année. Je fais de la dingue, j'en ai 25. Puis j'ai des lamas pour protéger mes moutons. Des lamas? On a ça par ici, ça vient d'Amérique du Sud, mais moi, j'en ai pour protéger mes moutons contre les coyotes. Ouais. Ah, parce que tu as des coyotes et tout ça dans le coin? On a des coyotes. Écoute, je dirais même qu'on a des coï-loups. C'est un mélange entre un loup et un coyote, OK? Ah ouais? Je te dirais que ça fait 2-3 ans là, que j'ai pas eu de mortalité due à ça. Là. Fait que, on espère que ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on fait de beau, là? Ben là, vous arrivez à bonne heure. C'est l'heure de soigner les animaux, de leur donner à manger. Allez, on y va. Allez. Ouais, ici, en entrant, là, on a les boys, là, on a mes béliers. Fait que je les ai mis les 4 ensemble dans un petit carré pour pas qu'ils puissent prendre trop d'élan. Parce que s'ils prennent trop d'élan, ça peut être fatal, là, les deux, quand ils se battent. Ils se tapent la tête. Ils se mettent des bons taquets pour des amis, quand même. Hein? Oh oui, c'est des taquets amicaux, un petit peu comme au foot américain. Et t'en fais quoi? C'est pour la laine que tu les gardes? Ben, eux, c'est mes reproducteurs. Fait que dans le fond, on dit un bélier pour environ 40 à 50 brebis. Fait que c'est la belle vie, quoi. Mais c'est vraiment les reproducteurs. Ce qu'on va faire la viande avec, c'est les agneaux. Donc ici, tu fais de l'élevage pour la viande? Oui. Faites attention. On l'étale dans la mangeoire jusqu'au bout là. On peut en mettre dans celle-là du milieu. Et je me demandais, tes animaux, là, ils sont à l'intérieur.
Ils vont y rester maintenant jusqu'à la fin de l'hiver ou... On va les hiverniser, oui. On les tond vendredi. Ensuite, je prévoyais les rentrer dans 2 semaines. Ici, l'étable va être pleine des 2 côtés. Comme ça permet de chauffer la bâtisse l'hiver. Les animaux dégagent assez de chaleur. Ça gèle pas, on peut avoir de l'eau automatique. Parce qu'il fait quelle température ici au beau milieu de l'hiver? Bien, à l'extérieur, on peut avoir des températures de moins 20, voire moins 30, ressenti moins 40. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir assez d'animaux ici dans la bâtisse pour chauffer là, cet hiver. Ici, on peut en mettre au bélier aussi. On peut lui donner du foin, messieurs. Et tu as quel âge, Félix? Moi, j'ai 28 ans. Qu'est-ce qui te motive, toi, à 28 ans, à te lancer là-dedans? C'est comme un héritage que j'ai de pouvoir faire ça sur la terre qui appartenait à ma famille depuis plusieurs années, depuis presque 100 ans. Fait que pour moi, c'est une motivation exceptionnelle. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est moneymaker et qui veut faire de l'argent, t'es pas dans la bonne branche. faut que ça prenne quelqu'un qui aime la nature, qui aime travailler avec les animaux, avec le vivant. Parce que le vivant, là, c'est jamais ce qu'il peut t'apporter à tous les jours. Fait que je pense que je suis à ma place ici. Puis en plus, ben j'ai la musique de l'autre côté qui me permet de m'épanouir sur un autre échelon. Et de temps en temps, tu leur joues un petit morceau à tes bêtes? Hey, c'est rare que je viens ici avec mes accordéons. C'est bien humide, hein? C'est pas bon pour les instruments. 2 fois, je le chante et ils me répondent. Vas-y, fais voir, vas-y. Non, là, ils mangent, on peut pas. Je vous garde ça pour après souper, les gars. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette crosse et ce bâton? On va diriger les lamas pour leur montrer où aller. On va aller par en arrière d'eux autres. Parce qu'eux, ils sont un petit peu moins dociles que les moutons. Donc là, il faut aller les rechercher, ils sont partis? Là, il faut aller les rechercher, mais on ne sait pas sont où. Mais t'as-tu checké en arrière de la maison? On les cherche. Non, mais ils sont partis par ici tantôt. Bonjour. 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 Ismaël et Alexis. Frédéric. Et... Charlie. Enchanté, Charlie. Ouais, c'est mes 2 employés modèles. Ça. Ouais, je vois ça, ouais. Tu travailles à la ferme avec Félix? Non, moi, j'ai mon travail que je fais de la maison, mais c'est sûr que je suis tout le temps là pour aider. Là. Moi, je viens de la ville, puis on s'est rencontrés à l'université, puis c'était pas une question qu'on pouvait se poser là, si on allait en ville ou on venait en campagne. Mais lui, c'était je m'en viens à Ripon, tu me suis ou ça marche pas. Et ça te plaît alors? J'adore. Ah, bah c'est bien ça. Vraiment, vraiment. Je pourrais plus retourner en ville. Ah ouais, carrément. Ouais. Mission accomplie, les amis, hein? Je me suis arrêté sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la rivière. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Oh, je me suis arrêté, je me suis arrêté, je me suis arrêté, je me suis arrêté pour écouter la rivière chanter sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la rivière. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Bon, ben ça va être prêt, on va pouvoir passer à la table. Yes. On peut un toast? Oh oui, on va lever notre verre. Un toast pour la cuisinière. Oui. On appelle affectueusement ma tante Suzanne. Oui. Ça, c'est un repas du temps des fêtes. Un repas de Noël du jour de l'an. C'est très bon, hein? Délicieux. Vous avez l'air fiers de vos traditions, vous êtes joyeux, hyper contents, on se réunit tous ici. Et je me pose une question, à quel point vous êtes fiers justement de votre drapeau québécois? La fierté des Québécois, c'est immense ici. C'est pas juste une histoire de langue, il y a une histoire de culture, puis il y a une histoire de tradition qui... bon, c'est nous, on fait de la musique traditionnelle québécoise, c'est une façon d'exprimer
aussi cette culture-là. Puis sans rien enlever à personne, je pense qu'on se le doit d'être fiers de ça. C'est quelque chose que nos ancêtres ont travaillé fort. On sait qu'avec l'histoire qu'on a eue, il y en a qui ont de laisser leur peau pour qu'on puisse aujourd'hui parler la langue qu'on parle, la même que la vôtre. Ça n'a pas toujours été facile, tu sais. Fait que je trouve que c'est une marque de respect de continuer à parler, à fêter, à célébrer les traditions comme elles sont. Sans plus pour autant rester trop vieux jeu conservateur, oui. d'évoluer avec ça, mais il faut la célébrer, notre culture, là, je veux dire... Vous êtes fiers d'être Québécois? Oui. En tabarouette. Les nœuds sur la racine, il faut les enlever? Seulement ceux qui sont saillants, ceux où il y avait des branches. Tu les sens? Enlève-les, parce qu'on va s'en servir pour attacher toutes les pièces du canot. Les rugosités vont fragiliser la racine du bouleau. Et avec le temps, elle cassera. On construit un canot avec les matériaux de la forêt, sans clous ni outils. On dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais ce n'est pas possible de découvrir un endroit si des gens y vivent déjà. Les Premières Nations vivaient avec ce qui les entourait. Le canot, c'est l'un des premiers artisanats que ces nations ont développé. Carl est algonquin, l'une des 11 nations autochtones reconnues par le Québec depuis les années 80. Il parle anglais et français car sa communauté est séparée par la frontière qui a été tracée entre le Québec et l'Ontario anglophone à partir du 18e siècle. Magnifique! Et c'est ta première. Tape-en 5. Les canots d'écorce sont étanchéifiés avec un mélange de gomme d'épinette et de graisse d'ours. C'est mon odeur préférée. Parfait. Carl transmet son savoir pour sensibiliser les communautés à la préservation de la forêt et de ses matières premières, victimes de l'industrie et de la pollution. Cet été, avec Annie, il a construit un canot. Une première pour cette jeune femme. La jeunesse autochtone s'intéresse de plus en plus à sa culture. Si on ne le fait pas maintenant, le savoir va se perdre. Moi, par exemple, je suis partie pour mes études et à l'université, j'ai rencontré beaucoup d'Autochtones Mohawks. Eux, ils connaissaient leur culture et ils étaient impliqués. Avec eux, j'ai réalisé que je ne connaissais pas la mienne. Alors je suis revenue m'installer ici pour apprendre. Cet après-midi, la communauté se réunit pour la mise à l'eau du canot qu'Annie a construit cet été. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un grand jour historique pour nous. Un moment chargé d'émotions, car personne ne sait quand un canot traditionnel a été mis sur la rivière ici pour la dernière fois. Génial! Bravo! Ça me touche beaucoup. C'est un honneur. Je ne pouvais pas imaginer un plus beau jour. C'est magnifique. C'est un honneur. Parce que ce n'est pas juste à propos de moi. C'est pour toutes les générations qui arrivent.
Parfois, les gens oublient qu'on est toujours là et qu'on est très vivant et passionné. Le canot est devenu un des emblèmes du Québec. On ne compte plus les associations de pratiquants. Il faut dire qu'avec ces dizaines de milliers de rivières et plus de 3 millions de plans d'eau, 10% du Québec est recouvert d'eau douce. On va prendre le temps de se jaser, puis après, on va débarquer les canots. Donc, on va mettre l'eau ici. Ils débutent. Ils ont commencé à l'université ou en chassant avec leurs parents. Aujourd'hui, ils s'embarquent tous pour un week-end de canot-camping en autonomie sur la rivière. On va le descendre de mon côté gauche. Le canot-camping, l'objectif, c'est une espèce de parcours, un peu comme le faisaient les coureurs des bois, d'ailleurs. Les coureurs des bois, c'est une espèce de métier qui s'est fait par les colons qui est envoyé de la France, donc 18e siècle. Et il y en a qui décidaient de vivre de la forêt pour chasser, pêcher, récolter des fourrures. Une grosse partie de l'économie de cette époque-là, c'était les fourrures. Qu'est-ce que tu fais? Ces coureurs des bois ont adopté le mode de vie des sociétés autochtones qui étaient structurées sur ce territoire. À l'époque, les fourrures étaient transportées par la rivière. La plus prisée était celle des castors. On la trouvait dans les chapeaux hauts de forme des Européens. Depuis les années 70, le canot est devenu un loisir plus qu'un transport. Ah, toi, tu te mets de la crème, hein? Ouais, moi, j'ai le goût de me brûler aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que t'es blanche. Comment ça se fait que t'as pas plus bronzé que ça cet été, toi? Je suis québécoise. Ben là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment les années 70 sur la Société des loisirs. On s'imaginait pouvoir passer moins de temps à travailler, plus de temps à jouer dehors. Ça a été l'espèce de fantasme collectif. La technologie, les machines vont nous permettre de nous délester des tâches les plus contraignantes, avec aussi la diminution du nombre d'enfants dans les familles, le rôle des femmes qui changeait aussi. T'as piqué trop vite. Pagaie, pagaie, pagaie. Attention, il y a une roche. Attention. Laisse-toi aller. Même si c'était un moyen de transport chez moi en Colombie, je viens de la découvrir ici au Canada. Pourquoi je l'ai découverte ici au Canada? Parce que j'ai un mari passionné de ça. Ce que j'aime moins, c'est coucher en nature. Là. Au Québec, les cours d'eau sont publics. Le camping sauvage est autorisé sur les rivages. Est-ce que tu veux rencontrer ton partenaire pour la promenade? Allez, on va voir si la fusion opère, on va voir si ça fonctionne. T'as combien de chevaux ici? 14. 14. Donc pour toi, j'avais pensé Ansel. Il est toujours avec sa sœur. C'est elle qui décide pour lui. Lui, il suit, il est dans la simplicité. Puis, tu les connais tous très bien quand même, tes chevaux. Oui, ça tu passes beaucoup de temps avec, 12 ans, lui, qui est là, le bébé. Là. Ça va les amis? Ça va et toi Ismaël? Ouais, t'as choisi ton cheval, ça y est Alexis? Ou ton cheval t'as choisi? C'est plutôt lui qui m'a choisi, je pense que c'est celui-là. Comment il s'appelle? Ansel. Et pour toi, Gretel? Oh, tranquille. Ça va Ismaël? Écoute, ça va, je m'habitue à ma monture, on fait connaissance. Non, j'aime bien. Surtout, tu vois, il y a un truc que je trouve quand même mythique, c'est qu'on fait du cheval au Canada, dans les grandes forêts d'ici. Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est un rêve de voyageur, quoi. Ouais, c'est un peu le cliché du Canada. Bah oui. Mais tu te débrouilles bien, c'est bien, t'es à l'aise. Je trouve que tu as l'air déjà de plus en plus détendu et tu vas te relaxer, faire de plus en plus confiance à Gretel.
Ça peut que être de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là, toi, Léana? J'ai grandi ici, donc c'est un peu comme mon jardin, on va dire. Et ça m'a toujours permis de vraiment relâcher la pression, de voyager dans ma tête ou simplement de ne pas penser. Et de me connecter aussi à l'environnement, d'observer la nature. Tu as vraiment l'impression de faire partie du tout, le plus libre possible. Cette philosophie de la liberté, Alexis, c'est aussi ce qui te pousse à aller, toi, dans des pays d'Asie centrale, comme le Kirghizistan, d'aller faire du cheval dans ces pays. J'imagine que c'est une façon d'appréhender cet animal et ce que tu peux faire avec qui est assez similaire, non? Similaire, oui et non, parce que là-bas, si tu veux, ils vivent à cheval toute l'année dans les montagnes. C'est vraiment fascinant de voir en fait comment ils cohabitent avec les animaux d'une façon hyper pure, tu vois, comme on avait peut-être nous ici au Canada ou alors en France il y a un peu plus de 100 ans, quoi. Tu sais, je crois que beaucoup de gens de ma génération, on a été formés à l'idée du cheval à travers les films de cow-boy. Le cheval, il est dominé par des hommes qui ont le torse bombé comme ça. Donc toi, quand t'es naze sur ton cheval comme moi, tu te sens un peu un sous John Wayne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et là, je découvre qu'en fait, il y a beaucoup de plaisir à être très cool, assez ferme parce qu'il fait 6 ou 7 fois mon poids. Mais en même temps, tu vois, là, je te parle d'une seule main, je m'en étais même pas rendu compte. Allez! Et là, il y a encore le chapeau. Moi, je l'ai encore. S'il y a encore le chapeau, c'est que t'es pas allé assez vite. Bah, c'est que je l'ai tenu surtout à un moment. Wow! Incroyable! Wow. La petite surprise en haut de la montée. Wow, la vue! C'est pas mal, hein? Bravo Ismaël, pour avoir réussi à lâcher prise. C'est grâce à vous les amis quand même. Non mais c'est vrai, je me sens en confiance avec vous. La nature s'enroule autour de nous, je trouve, quand on galope ici. Puis il y a votre approche très tranquille, sereine. C'est pas la compétition, ça me plaît. Ben, tu peux te féliciter de te laisser aller comme ça et de l'apprécier en tout cas. Jambe droite. Yes. Le mien qui... Attention. Merci. Ça va les amis? Eh ben super, et toi? Ah écoute, là je suis estomaqué. J'ai envie de les dessiner moi ces paysages, tu vois. Ouais. À chaque fois que je viens ici, je me mets face à la vue et il y a toujours un grand courant d'air, comme un grand vent que je me prends, comme celui-ci en plein visage. Et ça me fait l'effet comme de la vitesse, tu vois. Ça me rentre, ça m'oxygène. Et je retourne en enfance où je pense à Pocahontas avec Grand-mère Feuillage, où elle se prenait, elle parlait le vent, elle avait les messages des ancêtres avec le vent. Bah, c'est comme je me dis, ah bah là, j'arrive et on m'accueille. C'est un peu l'effet que ça me fait et j'aime y penser. Franchement, je vais te dire un truc, je trouve que ça rend humble. Et ça fait du bien. Un petit peu d'humilité comme ça. Tu vois, vraiment, ça me touche de juste être petit, quoi. De me sentir tout petit. Et ça me fait du bien, en fait. Là, on a aussi nos biscuits au sirop de bouleau et Mélilo. On a nos brownies aux champignons chaga avec un caramel, miel de sarrasin et chanterelle que j'ai créé sur une réserve autochtone le mois passé. Oui, parfait. Dominique est pâtissière. Elle a fait son premier stage à 14 ans. Aujourd'hui, soutenue par sa mère, elle a créé son entreprise pour investir son histoire autochtone. C'est vraiment très récent, le fait que je me reconnecte avec mes racines ancestrales. Ma grand-mère n'a pas transmis ses connaissances autochtones à ma mère parce qu'elle a vécu beaucoup de traumatismes à travers de sa culture autochtone. À l'âge de 5 ans, elle était enlevée de sa famille, mise dans un hôpital gouvernemental où ils ont fait des recherches, des essais, des expériments sur elle pendant un temps de 7 ans. Aujourd'hui, mon but, c'est d'emmener la joie à la culture autochtone, de le faire rayonner, parce qu'il y a beaucoup de nuages noirs. Mais il y a beaucoup de beauté à travers de notre culture. Et c'est ça que j'aimerais partager avec le peuple aujourd'hui. Merci de votre écoute. Entre la fin du 19e siècle et les années 90, 150 000 enfants issus des Premières Nations ont été internés dans des pensionnats chrétiens
pour être acculturé. À cause que ma mère a été enlevée très, très jeune, et puis sur le côté de mon père, il cachait qu'il y avait du sang autochtone dans notre famille. On habitait loin de notre communauté. Puis dans mon travail, m'a apporté à voyager un peu partout au Canada, surtout dans des communautés autochtones. Et j'ai vu des personnes qui nous ressemblaient de plein de façons que je peux même pas décrire. Puis que finalement, je me suis sentie comme « Wow, je suis chez moi ». Aujourd'hui, Dominique, la pâtissière, puise son inspiration dans la forêt. Depuis le décès de sa grand-mère, elle se tourne vers les saveurs boréales pour retrouver son héritage. C'est ce qu'on appelle les rondes sorcières. Wow! C'est magnifique. Quand la lune monte, elles grossissent. C'est là qu'on va aller les cueillir. C'est un goût de sapin, c'est un goût mentholé, c'est complexe, c'est unique dans son genre, c'est fantastique. Dominique est accompagnée d'une amie professionnelle des cueillettes sauvages. Une Bretonne installée au Québec depuis plus de 10 ans. C'est le sapin baumier. Vraiment, la saveur est plus prononcée quand elle est jeune. Avec ça, ce que j'aimerais faire, c'est le gâteau potimarron. La crème au beurre au sapin baumier. Ouais. S'il y en a une qui aime ça, la petite Bretonne qui capote sur la crème au beurre. Moi, je suis française d'origine et la pâtisserie haut de gamme, j'adore ça. En plus, ouais. Puis il n'y en avait pas ici. Puis toi, t'arrivais avec ça. Enfin, quelqu'un qui sait mettre en valeur la forêt sous une forme suave et exquis et rassembleur. Parce que le côté sucré, le sucre, tout le monde aime ça, en définitive. Ouais. Ici, on a le gâteau au potimarron. Et ici, on a des truffes aux champignons chaga qui poussent sur le bouleau. Ça développe les saveurs du chocolat en lui donnant des arômes de vanille et de café. Voici le crème au beurre au sapin baumier empoudré qui donne un goût citronné. Je souhaite pouvoir inspirer les gens de se reconnecter à ses racines, de connaître ces ingrédients sauvages que nos ancêtres auraient utilisés au quotidien, pas juste pour le peuple autochtone, mais en général. Puis à travers de la colonisation, on s'est fait dire que tout ce qu'on avait n'était pas bien ou n'était pas aussi bon que ce qu'il avait de disponible ailleurs. Donc moi, je vais ramener une lumière sur les aromates boréales. Regarde ça, mon ami. C'est fou. C'est bon, hein? Ah, la puissance. Regarde le tronc, là. T'imagines la force qu'il faut pour réussir à le ramener là? Ça doit être chaud de construire un barrage à castor ici. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce voyage, alors, Alexis? Mais tu vois, en arrivant à l'aéroport de Montréal, j'ai vu des fast-foods, des buildings, des pick-up partout en ville. Et vraiment, je te dis, pour être honnête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis... j'ai été au final assez étonné de voir qu'on peut quand même aller en nature assez facilement, quelques minutes, quelques heures de Montréal. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et c'est quelque chose pour lequel je milite, s'assumer dans sa pluralité, pouvoir être un homme et sensible, pouvoir être un homme et vulnérable. Ce pays représente un peu ça, le fait de pouvoir être plusieurs choses à la fois quelqu'un de la ville et à la fois pouvoir aller en nature, quelque part essayer d'avoir un équilibre. Et toi alors? Pour moi, le Québec, c'est un lieu touristique qui permet à n'importe qui de venir, à travers la route, à des petites familles, de débarquer dans des endroits où elles vont pouvoir poser leurs valises et en même temps admirer un lac grandiose, une forêt aux couleurs de l'automne. Et ça, tu vois, je trouve que c'est la force de cet endroit. Merci mon gars. C'était génial de découvrir ton univers. Merci à toi de m'avoir invité, vraiment. Et garde cette sensibilité, elle fait du bien et elle nous change des explorateurs à gros biscottos qu'on a trop souvent sacralisés. Voilà, je te remercie. Ça fait beaucoup de bien.